Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode d'Éphéméride. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la période du 16 au 23 juillet 2021 et donc voir ensemble tout ce qu'il y a à observer dans le ciel. Et cette semaine, en particulier ce week-end, il y a un petit événement intéressant, à savoir donc On the Moon Again, deuxième édition. Même si le nom est anglophone, en réalité c'est une initiative française et je vous mets le lien dans la description pour pouvoir trouver donc un astronome amateur qui vous proposera de vous faire observer un maximum de formations lunaires et d'autres choses avec son instrument. Et de nombreux astronomes donc en France et dans les autres pays du monde vous font cette proposition donc ce week-end. Le lien se trouve dans la description. Donc nous allons voir ensemble finalement le repérage des phases de la Lune, de la position des planètes, des positions de la grande tache rouge également, voir aussi les possibilités d'observation du ciel profond, même si voilà, la présence de la Lune va être un petit peu gênante, il y a quand même des petites choses à observer, en tout cas déjà un repérage global des constellations, voir ensemble les derniers événements, à savoir les nouvelles novas, supernovas, donc qui sont apparues ces derniers temps, la situation des comètes actuellement observables et puis également la configuration des taches solaires. Donc bref, tout plein de programmes d'observation, quel que soit votre niveau, quel que soit votre instrument. Voilà, l'ensemble est assez large finalement et il n'y a pas qu'un seul type d'observation dans l'astronomie et c'est un petit peu aussi le but de cet épisode. Donc c'est pour vous aider aussi, vous qui êtes en vacances, à pouvoir vous intéresser, savoir quoi observer. Le ciel, si on ne sait pas quoi observer, bien évidemment, on va faire un petit peu chou blanc. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc vous connaissez le format, on va commencer déjà par repérer un petit peu la configuration de la nuit. Cette semaine, vous allez pouvoir observer le ciel à partir de 23h10, 10 minutes avant le crépuscule nautique, et 23h en fin de semaine à peu près. Vous voyez qu'on gagne quand même quelques minutes. Et le matin, vous allez pouvoir observer jusqu'à 4h40, même 4h50, quasiment 5h du matin. Concernant la Lune, vous voyez, nous allons avoir le premier quartier samedi soir, et nous allons aller progressivement vers la pleine Lune. Donc très clairement, la Lune sera prédominante et il y aura quand même pas mal de choses à observer. Concernant la Station spatiale internationale, elle nous offrira plusieurs passages de nuit, je vous ai expliqué la dernière fois, à savoir que vous avez le globe terrestre incliné vers le Soleil, le pôle Nord est incliné puisque nous venons de passer le solstice d'été, et quand l'ISS est sur nos latitudes à 50 degrés, elle peut être éclairée comme ça, suivant l'heure, il y a des possibilités qu'elle soit encore éclairée du fait de son altitude. Donc vous allez avoir plusieurs passages. Et donc justement, voilà la liste des passages avec les horaires, donc ils sont valables pour la France métropolitaine à quelques minutes près. L'ISS, je le rappelle, à l'œil nu est semblable un point brillant, une étoile très brillante qui traverse le ciel comme ça, sans clignoter, sans bruit, à la vitesse apparente, à peu près d'un avion en haute altitude. Donc, avec le site Heaven Above, vous pouvez rentrer votre localisation géographique pour avoir l'horaire précis, mais surtout avoir la trajectoire vis-à-vis de la voûte céleste. Alors bien évidemment, l'Est et l'Ouest sont inversés puisque vous regardez au-dessus de vous. Donc vous avez les liens cliquables en fait, vous cliquez sur les heures à gauche et voilà, vous aurez les détails des passages. Vous avez ma playlist sur comment photographier la Station spatiale internationale et comment faire les traitements pour essayer de révéler un maximum de détails. Je vous dois toujours un épisode sur comment faire encore mieux. J'espère avoir l'opportunité de pouvoir faire ces prises de vue au mois d'août, mais on verra. Vous avez donc l'événement On the Moon Again, qui a lieu les 16, 17 et 18 juillet. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description et le site existe en français, bien évidemment. Et donc nous allons voir ensemble l'ensemble des détails lunaires que vous voyez ici au fur et à mesure des soirées de la semaine. On va commencer par la vallée alpine et la Rimaginus. Donc la vallée alpine, donc ce vendredi soir ici, la Rimaginus ici. Vous allez avoir le X lunaire, alors ça va peut-être pas être forcément complètement évident la nuit suivante. Donc samedi soir, vous avez Platon qui va commencer à se révéler, les monts Apennins ici. Vous allez avoir ensuite Tycho, Ératosthène, la reine de Stadius et Copernic,
toujours Platon aussi qui seront bien visibles donc dimanche soir. Donc tout ça, c'est les choses que vous allez pouvoir observer. Et bien évidemment, les formations plus à droite seront observables à l'occasion de On the Moon Again. Ensuite, on va continuer. Donc vous avez le mur droit également observable dimanche soir. Vous allez avoir la mer des nuées avec Bulliadus et puis peut-être le début du Monte Rifaeus lundi soir. Mardi soir, le Monte Rifaeus, Gassendi, Kepler ici. Et ensuite, la vallée de Schroeter, Aristarque, Marius Hills et Rainer Gamma aussi observables voilà, pour les nuits suivantes. Voilà. Donc toutes ces zones-là, vous allez pouvoir les observer sur la base des épisodes de Laurent Oumar de la chaîne Astronomie et la Lunette. Donc je vous conseille vraiment clairement d'aller voir ces différents épisodes, ils sont absolument passionnants. À l'occasion, effectivement aussi, vous allez pouvoir chercher à observer, surtout sur la fin de semaine, là, la configuration donc des cratères qui se situent sur le pôle sud de la Lune. Et on ira comparer dans quelques mois avec le phénomène de libration, justement c'est ce qu'il explique dans son dernier épisode. Vous avez également tous mes tutoriels sur l'observation et la photographie lunaire. Donc là, bien évidemment, vous avez le calcul. Sachez que la Lune peut être photographiée sans motorisation sur un télescope ou avec un objectif de très longue focale et un appareil photo. Mais ces techniques-là vous permettent d'améliorer encore vos photos. Vous avez aussi la possibilité de faire des jeux de lumière aux alentours de la pleine Lune, comme le fait Jean-Baptiste Feldman, là au moment du lever de la Lune, pendant la phase de l'heure bleue, vous allez pouvoir aussi faire des photos assez sympas. Concernant la configuration des planètes, maintenant nous allons voir ensemble un petit peu ce qu'il en est. Eh bien, nous venons de passer, alors je ne l'ai pas dit explicitement la semaine dernière, je vous présente mes excuses. Donc on avait la conjonction Vénus-Mars observable, c'était les 12 et les 13 juillet. Là-dessus, effectivement, donc Vénus commence à devenir de plus en plus proéminente le soir, sachant qu'on a Saturne qui va aller vers son opposition et Jupiter qui va suivre ensuite. Donc en fait, Saturne, au moment du coucher du Soleil, Saturne est déjà levé. Donc ça peut être effectivement assez intéressant. La configuration de l'été fait que le Soleil se couche voilà, très tard. Donc la voûte céleste, alors pour vous, voilà, bien tourné comme ça, le Soleil se couche très tard ici. La voûte céleste a bien tourné, donc en fait Saturne est déjà levé par le mécanisme en fait d'opposition finalement. Alors on va vers l'opposition, mais en fait Saturne est déjà levé au moment du coucher du Soleil. Et donc on aura Jupiter derrière. Donc la configuration visuelle de Vénus nous montre effectivement une phase que voilà, on va commencer à avoir une présentation gibbeuse. Jupiter et Saturne commencent à devenir de plus en plus grosses en diamètre apparent, donc là ça devient intéressant. Uranus et Neptune sont également visibles, elles sont plus sur la gauche ici, on va le voir ensemble, et on vient de passer donc une élongation de Mercure, et Mercure donc qui va nous présenter voilà, une phase gibbeuse également, puisqu'elle va aller vers sa conjonction supérieure. Concernant Mars, elle est absolument toute petite. Donc concrètement, comment ça se passe dans un système solaire en 3D? Eh bien, vous pouvez voir que le Soleil se trouve en face de nous avec la Terre, et donc visible le matin, le Soleil étant à gauche, vous avez Mercure, visible le soir, le Soleil étant à droite, eh bien vous avez Vénus et Mars. Voilà la configuration visible par le dessus. Vous pouvez voir que forcément les rapports de distance, vous voyez que Vénus est quasiment 2 fois plus proche que Mars, et pourtant les deux apparaissent à peu près au même endroit dans le système solaire. C'est toujours intéressant de noter les distances relatives. Concernant les planètes supérieures, eh bien vous avez la Terre qui est en premier plan ici, vous avez Jupiter et Saturne donc qui sont pas loin de leur opposition. Vous avez ensuite Neptune et Uranus. Vous voyez, les distances relatives des planètes sont quand même absolument impressionnantes et gigantesques. Et vous avez Pluton ici. Donc en fait, on va retrouver dans l'ordre Pluton, donc Saturne, Jupiter, Neptune et Uranus dans notre vue apparente depuis la Terre. Vous voyez que la Terre, vraiment, à cette échelle-là, est extrêmement proche du Soleil. Et voilà ce que ça peut donner effectivement dans cette projection. Donc avec la Terre ici, volontairement le Soleil à gauche pour pouvoir montrer le panel un peu 180 degrés finalement, visible au moment du lever du Soleil. Et vous avez Mercure qui est ici, voilà. Donc on retrouve un petit peu toutes les planètes, c'est assez amusant de le voir comme ça. Donc vous avez ma playlist sur les conseils pour l'observation planétaire, etc. Puis tous les détails à observer. Donc il manque à cette série-là, bien évidemment, l'épisode sur Vénus. Il va sortir dès que j'aurai la possibilité de la photographier à nouveau avec les filtres UV et IR. Ça viendra.
Et vous avez ma playlist sur la photo planétaire. Là-dessus, je vous sortirai justement aussi des épisodes complémentaires à l'occasion. Vous avez l'opposition d'un astéroïde, donc 6 Hebé. Je ne crois pas avoir placé, voilà, il est ici donc dans la constellation de l'Aigle, j'ai l'impression. Bon, c'est pas extraordinaire. Et vous allez avoir l'opposition de Pluton. Vous avez un épisode sur la chaîne, justement, savoir comment photographier Pluton. Je vous mets le lien. Voilà, je vous mets le lien ici, cliquable. Pluton peut se photographier beaucoup plus facilement qu'on ne le croit en réalité. Voilà, c'est une question de concentration de la lumière, et sachant qu'on a des capteurs excessivement sensibles aujourd'hui, 1600, 3200 ISO, à l'inverse des plaques argentiques de 50 ISO qui étaient utilisées en 1933. Voilà, c'est juste une petite parenthèse à ce niveau-là. Donc, au soir, vous avez Vénus et Mars effectivement côte à côte. Et vous avez déjà, pourtant 23h20, vous avez déjà Pluton, Saturne, et vous avez Jupiter qui va commencer à se lever. C'est normal puisque le Soleil, en fait, est complètement derrière vous, au nord-ouest, en fait. Voilà. Et au fur et à mesure de la nuit, eh bien, vous avez cet ensemble qui se décale au fur et à mesure. Voilà, Jupiter, puis ensuite Neptune. Et puis ensuite, voilà, vous avez des possibilités d'observation de tout ce petit monde. Donc ensuite, à 3h20 à peu près, par exemple, vous avez Pluton, vous avez Saturne, vous avez Jupiter, vous avez donc Jupiter qui nous présente une grande tache rouge le samedi 17, donc dans la nuit de vendredi à samedi à 4h45. Vous allez avoir un transit de Ganymède dans la nuit donc de samedi à dimanche. Dans la nuit de lundi à mardi, vous avez encore la grande tache rouge. Et ensuite, dans la nuit de vendredi à samedi également, vous allez encore voir un nouveau passage de la grande tache rouge. Alors on notera que certaines applications vont vous donner un peu de retard au niveau de la représentation. Il semblerait, on est en train de faire des petites recherches justement, il semblerait que ces applications vous présentent la position réellement absolue de la planète sans prendre en compte le fait que la lumière mette plusieurs dizaines de minutes à vous parvenir. Donc, fonction de la distance de la planète, etc., la configuration de la grande tache rouge peut avoir varié du fait simplement du transfert de la photo, enfin du voyage de la photo vers nous. C'est quand même assez amusant de se représenter ça. Il semblerait que Sky Safari ait ce bug, justement. Ensuite, voilà, donc vous avez Neptune qui se trouve dans le Verseau, tout comme Jupiter. Hein. On l'a vu, en fait, Jupiter était dans le Verseau. Saturne était dans le Capricorne, vous voyez, donc. Et ensuite, derrière, vous avez Uranus qui est dans le Bélier. J'ai mis volontairement les césures. Et voilà, on se méfiera des éphémérides astrologiques, quelquefois, qui nous donnent des positions qui ne sont pas les bonnes. Mercure est encore observable au petit matin, ce sera une course contre la montre, mais c'est faisable, elle est dans la constellation des Gémeaux. Alors concernant globalement la configuration de la voûte céleste, vous voyez que le triangle de printemps est complètement en train de se coucher, puisque vous avez le lion ici avec Régulus, vous avez Arcturus du Bouvier et vous avez Spica de la Vierge là. Donc le triangle de printemps se trouve ici. Donc ça c'est la configuration le soir, et vous voyez que la Lune devient de plus en plus dominante finalement. Donc si on regarde plein sud, ça fait un petit peu la même chose, et là vous pouvez voir la suite des constellations. Hercule, le Scorpion, le Serpentaire, le Serpent, tout ça c'est des constellations que nous avons vues ensemble, et nous allons continuer la semaine prochaine, nous allons parler de la Lyre, etc. Nous allons nous intéresser justement au triangle d'été au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, la Lune de plus en plus dominante, et vous voyez que la configuration des planètes au fur et à mesure aussi de la semaine, eh bien les planètes se lèvent de plus en plus tôt. Et la configuration globale au petit matin. Vous avez donc aussi mes épisodes sur l'observation et la photo du ciel profond. Sur la photo du ciel profond, eh bien vous avez mes épisodes d'initiation à l'astrophoto. Je le répète, ils sont un petit peu longs, mais par contre, ils vous donnent d'office les bons gestes sur la base de quelques années d'expérience quand même en astrophoto, et donc normalement devrait pouvoir bien vous aider. Je n'ai pas encore sorti d'épisode sur le pré-traitement et le traitement, mais vous avez dans cette playlist des épisodes sur Cyril avec la chaîne de Mathieu de la Morinière, donc c'est l'astrophotographie à l'APN. Vous avez les épisodes de Guillaume Lemoylic sur la chaîne Astronaute, vous avez etc. Enfin, il y a plein d'épisodes sur le traitement. Vous avez plus d'une cinquantaine, voilà, 71 vidéos sur cette playlist. Donc je pense que vous avez ce dont vous avez besoin pour commencer en photo du ciel profond. Et tout ça, bien évidemment, c'est gratuit.
Vous avez mes épisodes donc sur les constellations, donc je viens d'en parler tout à l'heure, vous commencez à en avoir déjà pas mal. Et vous avez aussi mes épisodes sur le ciel à 360 degrés, qui sont là des parcours plus globaux de la voûte céleste, mais qui sont assez intéressants puisqu'ils sont réalisés sur base de panorama 360 de photos réelles. Au niveau donc des novas galactiques, eh bien on en a une nouvelle ici dans la constellation du Scorpion. Vous avez les coordonnées, donc vous allez peut-être pouvoir aller la chercher. On regardera sa magnitude 12,7 quand même, c'est plutôt pour les gros instruments, mais ça reste observable avec un 300 ou un 400 mm. Vous avez les novas extragalactiques, là il y en a 3 nouvelles, ces 3-là sont nouvelles, donc je vous laisse regarder, investiguer si ça vous intéresse, c'est moins brillant bien évidemment, puisque c'est plus loin. Et les supernovas, il y en a une nouvelle, 2021 RHU, là, de magnitude 12,8 dans NGC 7814. Là aussi je vous laisse repérer si, voilà, je vous avoue humblement, je n'ai pas regardé si cet objet NGC, donc une galaxie en l'occurrence, était observable ou pas actuellement. Au niveau des comètes, eh bien voilà la liste des comètes actuellement, donc vous voyez c'est pas la grande folie, mais toujours à surveiller. Si vous avez effectivement un très bon ciel et un bon instrument pour le ciel profond, vous pouvez néanmoins vous y intéresser et peut-être faire une belle photo, mais là il faudra quand même poser assez longtemps. Concernant le Soleil, 2 groupes de taches solaires, 21-41 ici, 28-41 pardon, et 28-42 ici, un petit peu plus intense. Voilà, l'activité n'est pas monstrueuse, quoique il faut toujours se méfier avec le Soleil, parce que si c'est pas intense en continuum, ça peut être intéressant en calcium ou ça peut être intéressant en hydrogène H-alpha. Voilà les activités au niveau des éruptions solaires, et donc j'aimerais vous montrer quand même quelque chose. Ça, ce sont des photos que j'ai faites la semaine dernière, voilà, vendredi dernier, non, dimanche dernier je crois, avec ma lunette H-alpha. J'ai failli vous faire un live, mais en fait il y avait quand même beaucoup trop de nuages, et j'ai quand même réussi à faire quelques séries de photos, et là je vous ai mis la Terre à l'échelle. À l'échelle de ces protubérances, vous voyez qu'on est sur des protubérances qui font 3-4 fois la taille de la Terre. C'est quelque chose d'assez monstrueux. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle une spicule. Donc, c'est des coups de jet de matière extrêmement rapides. Là aussi, vous avez la tache solaire que je vous ai montré la semaine dernière. Même chose en comparaison par rapport à la taille de la Terre. On est sur une tache solaire qui fait 3-4 fois la taille, en fait, de notre Terre. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et donc, voilà une animation, là, sur la base, voilà, une photo toutes les 5 minutes environ. Vous voyez cette spicule-là qui fait la taille de la Terre et qui redisparaît derrière. Donc on a une activité qui est quand même quelquefois extrêmement violente en fait sur la surface du Soleil, qui est plutôt dans sa phase calme actuellement. Mais dans les années à venir, ça va devenir de plus en plus intense. C'est aussi pour ça que je m'intéresse au solaire, c'est que je me dis que là, on va commencer à avoir des choses très très intéressantes. On va avoir des protubérances qui vont faire des centaines de milliers de kilomètres. On va avoir une activité très très intense, et c'est pour ça que je travaille sur ce télescope H-alpha, et c'est aussi un petit peu grâce à vous. Néanmoins, voilà, je devais normalement aller récupérer le miroir ce vendredi. Finalement, il va avoir un petit peu de retard. Peut-être le 31 juillet, je l'espère en tout cas. Les nuages noctulescents, il peut y avoir éventuellement quelques petites opportunités, mais là, a priori, c'est vraiment la fin, et c'est dommage, cette année, ça aurait été un petit peu la disette en raison de la météo. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous quand il y a des gens qui posent la question de savoir mais qu'est-ce que je peux observer avec mon télescope. Prenez le dernier épisode d'Éphéméride donc sur ma chaîne. Ça leur donnera tout un énorme programme d'observation pour tous les niveaux. Je rappelle que donc pour les planètes, les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, on peut les observer déjà avec une paire de jumelles, commencer à voir la forme un petit peu ovale de Saturne, puis distinguer les anneaux. Concernant Jupiter, on observera les lunes de Jupiter même avec une paire de jumelles, ou un petit télescope, même un télescope pour enfants, et du jour au lendemain, on observera le déplacement des différentes lunes de Jupiter, et ça c'est quand même quelque chose d'assez amusant. Donc il y a toujours des choses à aller observer, finalement, quel que soit votre niveau, quel que soit votre instrument, et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'astronomie. L'important c'est de se faire plaisir. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, et bien pour un épisode normalement vendredi soir sur les logiciels Célestron Sky Portal et Sky Safari. Vous avez été nombreux à me demander un petit guide là-dessus, donc je vais vous faire un épisode pour vous donner finalement un planétarium dans la poche, et je pense que ça peut être très très intéressant. Merci, au revoir.